Je crois que je vais essayer d'être très bref pour essayer de vous éclaircir, vous donner la version officielle de ce qui s'est passé. Et ce n'est pas seulement une version, ce sont des faits parce que moi-même j'étais dans les environs au moment où tout s'est passé. Il était, je crois, 13h45 quand je suis arrivé là-bas sur l'invitation du chef de l'État. Je devais aller faire un rapport. Au moment où j'étais à la garde présidentielle pour qu'on puisse me faire entrer, j'ai entendu des coups de feu. Les gardes ont essayé de m'empêcher parce qu'ils voulaient aussi me protéger. Ils ont dit, on ne sait pas ce qui est en train de se passer dedans, tenez-vous à l'écart, nous allons vérifier ce qui se passe. Je suis resté un peu retiré jusqu'à ce que j'ai vu une des secrétaires du président sortir en courant vers le dehors. Je lui ai posé la question, elle a dit, j'ai entendu des coups de feu dans le bureau du président. À ce moment-là, je ne pouvais plus me retenir, je devrais entrer, contre la volonté de la garde présidentielle. J'ai couru, quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé Maître Mbouyou, avec le directeur adjoint Mota, qui n'est pas là, et on prenait le président sur les bancards pour le mettre dans l'hélicoptère. C'est à ce moment-là que je suis arrivé. Et l'hélicoptère est parti. Je ne l'ai pas vu personnellement après le coup, parce qu'au moment où je suis arrivé, on le prenait et on le mettait dans l'hélicoptère. J'ai posé la question. Le colonel Edi Kapend, qui était là, m'a expliqué que lui aussi était dehors, avec Maître Mbouyou. Quand ils ont entendu le coup de feu, ils sont entrés dedans. Et le chef de l'État était déjà touché. Il est sorti dehors pour essayer de voir qui l'a fait. Ils ont vu la garde qui a tiré sur le président en train de courir vers l'habitation du chef de l'État. Et comme c'était dangereux que le même assassin puisse courir vers la maison là où il y avait la famille, il fallait l'empêcher. C'est ainsi que les autres gardes ont tiré aussi sur lui. Et j'ai trouvé le corps de l'assassin sur place. Après, nous devions tous attendre parce que le chef de l'État a été hospitalisé pour des interventions d'urgence à l'hôpital Ngaliema. Et le soir, on est venu nous dire que les médecins ont décidé que, comme il s'est stabilisé un peu, il faut l'envoyer à l'extérieur. C'est ainsi que nous avons tout organisé pour qu'on puisse l'évacuer. Et vers les 3 heures du matin, on a envoyé le président à l'extérieur. Et ce n'est que le 18 à 10 heures qu'on va nous confirmer sa mort. Et donc là, ce sont les faits, ce n'est pas une version, mais les faits que personnellement j'ai vécu dans cet événement de l'assassinat du chef de l'État. En ce qui concerne la position de M. Chirac, je crois que nous sommes tous soulagés, nous sommes tous contents qu'il y ait des gens qui comprennent. Parce que le moment que le chef, le moment que la nation congolaise est en train de passer est un moment très difficile, très fragile, rempli de beaucoup d'émotions. Et si un chef d'État exprime des préoccupations pour la nation, nous ne pouvons que l'en féliciter. Je crois qu'il a pris le courage de dire ce qui est juste. Et nous sommes très soulagés par sa déclaration. Je voudrais passer la parole à notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui revient de Yaoundé, qui a sans doute d'amples informations à ce sujet. Monsieur le ministre. Oui, comme vous savez, s'est réunissait à Yaoundé du 17 au 19 janvier, le 21e sommet Afrique-France, co-présidé par le président de la République française Jacques Chirac et le président Biya du Cameroun. Le thème consacré, n'est-ce pas, à cette conférence, c'était l'Afrique face au défi de la mondialisation, avec 4 sous-thèmes. Le premier sur les conflits, la paix et la sécurité en Afrique. Le second sur le droit de l'homme
et la démocratie et la bonne gouvernance. Le troisième sur le défi environnementaux. Et le quatrième en ce qui concerne la santé et l'éducation. La conférence avait eu lieu en deux temps. Dans un premier temps, une conférence préparatoire des ministres des Affaires étrangères et après, le sommet des chefs d'État. Alors, comme vous savez, j'ai dirigé la délégation qui devait précéder le président de la République. C'est comme ça que j'ai participé à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères. Et lors du sous-thème sur le problème de la paix, de la sécurité et du règlement des conflits, j'ai dû attirer l'attention de mes collègues ministres des Affaires étrangères sur l'agression dont notre pays est l'objet depuis août 1998. J'ai demandé à mes collègues ministres de ne pas traiter ce problème en termes généraux, mais de voir que les défis auxquels on était confrontés ne pouvaient être résolus que si on était dans un contexte de paix, et le fait que la République démocratique du Congo, qui est un pays extrêmement important au cœur de l'Afrique, qui occupe une position stratégique importante, dès lors que ce pays est l'objet d'une agression et occupé près de moitié par les pays agresseurs, aucun défi ne peut être relevé actuellement en Afrique. C'est pour ça qu'il fallait résoudre le problème et initier des solutions concrètes et non pas parler en termes généraux des problèmes de la sécurité en Afrique. Et j'ai demandé à ce que ce problème de la République démocratique du Congo soit inscrit à l'ordre du jour du débat qui devait réunir les chefs d'État et de gouvernement. C'est ainsi que, profitant de l'occasion, ayant dû assister au sommet des chefs d'État en remplacement du chef de l'État, j'ai dû interpeller le président de la République française, mais aussi l'Organisation de l'Unité africaine. Comme vous savez, France-Afrique, c'est presque toute l'Organisation de l'Unité africaine et la France. J'ai demandé à la France-Afrique, effectivement, de se prononcer sur le conflit qui sévit en République démocratique du Congo, particulièrement sur l'agression de notre pays et l'objet, et les conséquences de l'agression, c'est-à-dire le pillage de ressources, les massacres, les atrocités, et particulièrement, comme vous savez, les 3 guerres de Kisangani, où on a vu les 2 armées étrangères se battre sur notre territoire, avec pour conséquence des victimes uniquement congolaises. Et c'est là, effectivement, qu'il y a eu une réaction, d'abord de l'OUA, à travers la présidence togolaise, qui a d'abord condamné l'assassinat du président de la République, et par la suite condamné l'occupation illégitime de notre territoire par les armées rwandaises, ougandaises et burundaises. Et après, l'OUA a prévu un comité de médiation, un comité restreint qui devait se réunir incessamment pour proposer des solutions concrètes aux problèmes congolais. Et c'était à ce moment-là, effectivement, que le président de la République française est intervenu pour réagir en termes clairs. D'abord pour condamner l'agression, pour condamner aussi la violation de l'accord de Lusaka, comme vous savez, la ligne de démarcation qui existait le 10 juillet 1999 lors de la signature de l'accord de Lusaka est aujourd'hui largement dépassée par les pays agresseurs en territoire congolais. Et ce dépassement va jusqu'à 200 à 300 km. Ensuite, les 3 guerres de Kisangani, effectivement, le président de la République française l'a condamné très vertement. Et ce qui était aussi très important, c'est que le président de la République française a condamné le pillage de ressources de la République démocratique du Congo, mais aussi la France a promis d'initier des sanctions contre l'Ouganda et le Rwanda s'ils ne se retirent pas de la République démocratique du Congo. Les propositions seront faites à l'Union européenne, mais aussi au Conseil de sécurité des Nations unies. Donc pour nous, c'est vraiment un succès et diplomatique qui a été remporté effectivement à la conférence France-Afrique de Yaoundé. Voilà pour les précisions. I'm just giving the version in French. so that's what I said in French. Well, you know, these are the closest bodyguards that he has, and they usually
are in the vicinity, trying to, keep the security. Vécu personnellement. Moi, je dis ce que j'ai appris. Son Excellence, c'est vous qui avez vécu l'événement. Pourquoi n'avez-vous pas pris le soin de nous donner la version? Nous, la population, nous avons appris ça. Déjà, le mardi à 22h40, le président était mort. Et vous avez gardé dans le noir. Et ne pensez-vous pas que c'est un traumatisme moral pour nous en tant que population? Est-ce que c'est par choix politique ou par principe conventionnel que vous avez souhaité taire cette information aussi précieuse pour nous, peuple congolais? Et deuxième question, il semblerait que le ministre à la jeunesse et au sport avait tenté de fuir parce qu'on l'avait fouetté le jour de votre réunion. Est-ce que vous pouvez le confirmer ou est-ce que les conseils de cette information? Je vous remercie. Bon, je pense qu'en tant que journaliste, vous devez avoir l'attitude de responsabilité aussi. Nous devons l'avoir, vous aussi vous devez l'avoir. Posez des questions qui sont objectives, n'amenez pas les histoires des radios-trottoirs, ça nous amène nulle part. Le ministre n'a jamais été fouetté, le ministre est dans la ville, je ne peux pas vous dire où il est parce que c'est un citoyen comme vous, il est là où il veut être. Il était tout à l'heure avec moi au secrétariat général à une réunion. Et bon, d'accord. une heure après l'attentat, Mouton Moutibal et moi-même, avec d'autres camarades du directoire, nous sommes montés à votre appel. D'accord. En tout cas, est-ce qu'on vous a torturé? Non, on ne vous a pas torturé. Le chef de l'État venait d'être touché par des balles. Et il était en soins. Il était en soins intensifs. Il est clair que, en tant que gouvernement, nous ne devrions pas nous lancer à des spéculations. Vous comme nous, on était en train d'attendre. Parce que je peux vous dire, je n'étais pas dans la salle d'opération. Mais j'attendais les résultats. Je viens de vous dire que c'est seulement le soir qu'on nous a dit que les médecins ont décidé qu'il fallait évacuer les chefs de l'État. Et on l'a évacué. Et le lendemain, le gouvernement a donné la version. Le matin, parce que le chef de l'État est parti la nuit. Et le matin, le gouvernement a pris soin d'informer la population. Donc je ne vois pas ce qu'on était en train de gérer pour garder la population dans le flou. Parce que vous pouvez vous-même voir le temps. Il était, l'attentat a eu lieu à 13h45. Il était dans les soins ici en Ngaliema jusque vers les 2h. Vers les 3h, il était parti. Et le lendemain, nous vous avons informé. Je ne vois pas ce que nous avons violé là-bas. Je comprends bien que les expectatives étaient très élevées, les attentes étaient très élevées, mais nous ne pouvions pas nous lancer à la spéculation. Mais ce que je condamne fortement, c'est vous, les journalistes, qui avez profité de ce moment-là pour créer le chaos dans un pays. Ce sont des actes très irresponsables, des gens qui utilisent de leur liberté de presse pour pouvoir mettre en danger l'avenir de toute une nation. Une nation aussi importante pour l'Afrique. Ça, je condamne. Mais il ne faut pas dire que le gouvernement a géré la situation contre la population. Alors nous sommes là pourquoi? Si nous devons marcher contre la population. Je vous remercie. S'il vous plaît. Dans l'opinion ici à Kinshasa, par exemple, les gens disent que la République démocratique du Congo n'est pas un royaume où le pouvoir doit se transmettre du père en fils. Comment vous pouvez expliquer à la population ce qui s'est passé pour que du président Kabila au président Kabila, cette transition-là? La deuxième question, c'est qu'on dit aussi dans l'opinion que l'actuel président Kabila ne serait pas totalement un citoyen congolais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'opinion? Je vous remercie. Il ne serait pas totalement congolais, il serait d'un parent Tutsi avec le président Laurent Désiré Kabila. Très bien. Je vais revenir à la question, mais j'aimerais poser la première. Plutôt répondre à la première. Parce que j'y ai déjà répondu en anglais. Je comprends bien qu'il y a certains qui n'ont pas suivi. J'ai dit à notre collègue, notre ami qui a posé la question en anglais, que
à un certain point, à une certaine jonction de l'avenir du pays, il faut opérer des choix. Et on est obligé de le faire. Et c'est ce que le gouvernement de salut public a fait dans cette situation particulière. Le 16, à 13 h, quand le chef de l'État m'a appelé, je ne savais pas que dans 45 minutes, il serait tué. Je ne pouvais même pas imaginer que le lendemain, il y aurait un nouveau président au Congo. Mais nous étions amenés à faire des choix dans ce moment-là précis. Mais en tant que responsable, il fallait le faire. Mais il fallait le faire d'une manière appropriée selon les circonstances dans lesquelles on se trouvait. Nous avons apprécié. Un des critères, c'était de savoir, il faut un homme qui est accepté et par les politiciens et par l'armée. Et ça ne pouvait pas, vous comprenez, ça ne pouvait pas se faire comme ça au hasard. Il fallait que les deux institutions se réunissent. Et c'est exactement ce qui a été fait. Le chef de l'État est aux soins intensifs. Nous ne connaissons pas l'issue. Mais entre-temps, l'État doit continuer. Et pourquoi l'État doit continuer? Il faut qu'il y ait la sécurisation de la population. C'est la priorité la plus haute. Et à ce moment-là, il faut privilégier une structure rapidement. Et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés pour pouvoir délibérer. Personne n'est parti dans cette réunion avec le nom de Joseph Kabila. Mais c'est en délibérant entre nous, en tant que responsables, nous nous sommes dit, nous tous, nous pensons que ce jeune homme, c'est lui qu'il faut qu'il prenne les arènes pour le moment, en attendant que le chef de l'État ne revienne. Et c'est comme ça que cela s'est passé. Il y a des gens qui disent, oh, il fallait les élections. Mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Vous voulez, on tire sur le président le matin, le soir, vous avez les élections ici au Congo. C'est vraiment maladroit. D'abord, c'est impossible et ce n'est même pas faisable. Donc, j'aimerais que la population congolaise comprenne personne n'avait l'idée de la monarchie et personne n'a jamais préparé la monarchie dans sa tête. Et personne ici, de tous ces responsables ici, ne veut installer la monarchie au Congo. Mais lorsque il est question, devant certains choix, dans un certain contexte, il faut opérer des choix. Et c'est ce que nous avons fait. La deuxième question. Je voudrais vous rassurer. Parce que j'ai entendu que même chez les étudiants, c'est ça. Joseph Kabila n'est pas congolais. Mais qui vous a dit qu'il n'est pas congolais? Vous savez que son père est un Congolais à part entière. Sa mère est une Congolaise à part entière. Je ne sais pas s'il y a des Bangou ici. Ils connaissent leurs sœurs. Ils sont là. La maman de Joseph et Moubangou comme les deux qui sont là. Pardon? Voilà. Le père de la maman de Joseph est ici à Kinshasa. Vous aurez l'occasion peut-être de les voir après pour vous rassurer davantage. Ses oncles, c'est-à-dire les frères propres à la maman de Joseph, ils sont ici à Kinshasa. Il y en a d'autres qui sont dans l'armée. Quand la maman va escorter le corps, vous aurez à découvrir qu'il n'a rien à voir avec les Tutsis dont vous parlez. Vous avez affaire à un fils digne de père et de mère congolais. Et j'aimerais que cette spéculation puisse se terminer. Ça retarde la nation des histoires qui viennent pour créer des troubles. Pour rien, alors qu'il n'en est pas question. J'espère que vous prendrez la responsabilité de pouvoir expliquer ça dans ce que vous écrivez. La maman est Moubangou. Et elle va revenir. Si les Bangou ne sont pas des Congolais, ils sont tous, ça c'est une autre question. Et vous aurez à juger ça. Vous me rappelez la première question, je m'excuse. La première. De toute évidence, on appelle déjà le président Joseph Kabila président intérimaire. Est-ce qu'il va être installé officiellement? Deuxièmement, dans la Constitution, l'acte 003, il est pas prévu, certains disent, ce mode de passation de pouvoir.
la vacance n'était pas prévue. Comment allez-vous asseoir le président officiellement, constitutionnellement? Bon, je crois qu'on va se référer à des usages classiques. Mais il sera installé. Il sera installé. Il y aura la prise d'acte. Il y aura la prestation des serments. Il doit le faire. Et les procédures légales et juridiques, on doit les respecter. Parce que c'est ça qui fait les institutions, c'est ce qui fait la force des institutions. Donc, nous ne pouvons pas éviter ça. Mais quant à Libreville, oui. Mais comment est-ce qu'on peut lâcher un héritage aussi important du président Kabila? Nous sommes dans cette logique parce que nous croyons tous dans les dialogues entre les Congolais. Si le président Kabila lui-même s'est déplacé pour aller à Libreville afin de parler, pourquoi est-ce que soudainement, lorsqu'il est mort, nous allons refuser d'y aller? Ça serait injuste. Nous irons à Libreville ou ailleurs, ou là où il sera nécessaire qu'on puisse parler de l'avenir de ce pays. Donc cette logique, on y est encore. Intérimaire devient le chef de l'État, le Kabila. Quel sera sa première tâche? Est-ce qu'il, après les obsèques de Laurent Désiré Kabila, il va constituer un nouveau gouvernement? Monsieur, madame, je m'excuse. Ça, c'est une question purement politique. Laissez-nous d'abord pleurer notre feu président. Les remaniements, le ceci, le cela, ce sont des questions politiques sur lesquelles on doit se concentrer. On ne peut pas y pleurer et chercher qui sera quoi. C'est très difficile, même si on veut le faire. Et ce n'est même pas conseillable maintenant, parce que lorsqu'on est dans les émotions, ce n'est pas à ce moment-là qu'on fait des bonnes options. Donc je demande que vous puissiez patienter. Il va prêter serment, il va parler du programme, il va vous fixer sur beaucoup de choses. Et je crois que c'est question de patience. Et est-ce qu'il vous a déjà dit qu'il souhaitait mettre en place un nouveau gouvernement très rapidement après les obsèques? Lui et moi, on n'a parlé que de la mort de son père, on n'a jamais parlé d'un nouveau gouvernement. Nous parlons ici du président de la République. Vous avez parlé du nouveau leadership. Ah oui, mais je ne sais pas, peut-être parce que c'est français, mais parce que c'est anglais. Mais leadership, c'est ça. Quand vous êtes un président, vous faites partie du leadership d'un pays. C'est le président de la République. Qui va donner ses orientations. C'est exact. C'est exact. Nous avons en fait parlé dans notre communiqué, c'est lui qui prend l'action gouvernementale. C'était des termes calculés. Le problème international qui est l'agression qui nous oppose aux pays agresseurs et les problèmes internes, si cette confusion continue, ben en ce moment-là, on ne trouvera pas une issue à la crise qui sévit en République démocratique du Congo. Je crois qu'il faut séparer les deux choses. Nous voulons que le président Mbeki intervienne pour amener les pays agresseurs à commencer à retirer leurs troupes du territoire congolais, moyennant les garanties de sécurité données et par la République démocratique du Congo, mais aussi par la communauté internationale, parce que la sécurisation des frontières du Rwanda, ce n'est pas de la seule responsabilité de la République démocratique du Congo. Donc la communauté internationale doit contribuer. Mais non, s'agissant des problèmes internes, ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent décider de la solution aux problèmes internes qui est liée à la démocratisation de notre pays. Et là, moyennant aussi la facilitation, et la facilitation passe par la co-facilitation, vu ce qui s'est passé avec la manière dont a procédé au début M. Massiré. Est-ce que la diplomatie congolaise va poursuivre le schéma de la médiation burundaise? Inévitablement. D'ailleurs, quand j'étais à la conférence France-Afrique, j'ai pris contact avec le président Bouyoya et même son ministre des Affaires étrangères. Unanimement, nous avons estimé que malgré ce qui vient d'arriver en République démocratique du Congo, le processus qu'a initié le président M. Laurent Désiré Kabila doit continuer. Donc, d'ici la semaine prochaine, le contact sera repris avec les autorités burundaises pour voir dans quelle mesure on peut continuer à traiter d'abord la question de la présence de troupes burundaises en République démocratique du Congo, dans quelles conditions ces troupes doivent être retirées, et puis d'autre part, nous voulons exiger des garanties aux responsables du FDD quant à leur implication au processus d'Arusha et partant au processus de la redémocratisation du Burundi. Ça veut dire qu'on doit s'attendre très prochainement à des accords entre la République démocratique du Congo et le Burundi?
Mais tout à fait. Nous voulons avoir un accord sur le retrait des troupes burundaises de la République démocratique du Congo, moyennant certaines garanties. Garanties d'abord, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, quant à la sécurisation des frontières, mais aussi garanties, parce que nous tenons à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Et d'autre part, il faut aussi que les Burundais qu'on appelle pour s'impliquer dans le processus d'Arusha aient la garantie qu'ils ne vont pas être victimes du syndrome burundais. Le syndrome burundais, où vous savez, il y a eu quand même des assassinats importants dans ce pays. Donc ceux qui rentrent doivent être rassurés quant à leur implication effective dans le processus de démocratisation. Ça devra faire l'objet d'un sommet alors, avec plusieurs médiateurs ou rester les médiateurs principaux? Pour l'instant, je pense que, comme vous avez vu, généralement ces entretiens doivent se dérouler dans un pays neutre. Et donc il y aura l'implication nécessairement d'un troisième pays. Et alors là nous avons été, par exemple, le premier contact a eu lieu à Libreville, donc le président Bongo a joué un rôle important, et les ministres des Affaires étrangères du Burundi et de la République démocratique du Congo se sont réunis à Nairobi. Et alors la prochaine étape sera encore une fois une deuxième discussion entre le FDD et les autorités burundaises, et nécessairement avec la présence des autorités congolaises. Et après, les ministres de la Défense des deux pays doivent continuer à discuter. Et après, il y aura une séance qui va tirer les conclusions des différents entretiens afin d'aboutir à un accord entre le Burundi et la République démocratique du Congo.